En RDC, la ville stratégique d'Ouvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, est tombée et en moins de 24 heures, sans affrontement majeur, et c'est tombé aux mains de l'Alliance Fleuve Congo. C'est une organisation alliée du M23. Une prise rapide, presque clinique, une entrée sans grande résistance, une situation qui en soi interroge déjà, vu que l'entrée était sans grande résistance. Mais les conséquences humaines sont immédiates. Des dizaines de milliers de civils paniqués abandonnent leurs maisons, traversent dans l'urgence la frontière burundaise, souvent sans rien, parfois sous les tirs et toujours dans la peur. Mais cette chute d'Ouvira n'est pas seulement une affaire militaire. Elle est surtout un camouflet diplomatique d'une rare violence. Car cette prise intervient 8 jours seulement après la signature à Washington d'un accord de paix présenté comme historique entre la RDC et le Rwanda sous l'égide directe des États-Unis. 8 jours, pas 8 mois, pas 8 ans, pas 8 semaines, 8 jours. Autrement dit, la paix n'a même pas eu le temps d'exister que le terrain l'a déjà pulvérisé. Et nous avons Donald Trump qui s'en mêle. Il dit, je cite, « J'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, venez s'il vous plaît prendre nos minerais. » Et c'est ce qu'on va faire. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on nous racontait sur les protectorats en Afrique pendant la colonisation? Une série de questions s'impose avec brutalité. Qui ment? Qui protège qui? Qui joue un double jeu? Et surtout, pourquoi les dirigeants de la RDC acceptent ça? Depuis 30 ans, l'Est de la RDC est sacrifié dans une indifférence totale. Ce que vous allez entendre n'est ni une fatalité, ni un accident de l'histoire. C'est le résultat d'un système, d'un choix politique répété, assumé et jamais sanctionné. La situation sécuritaire reste au cœur de l'actualité en RDC. Ce vendredi 12 décembre, les ambassadeurs et les corps diplomatiques ont été reçus au ministère des Affaires étrangères où le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, représentant la chef de la diplomatie congolaise en mission, a exprimé la profonde inquiétude de Kinshasa face à l'intensification des violences dans l'Est, notamment après la prise d'Ouvira par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise, le RDF. Le gouvernement congolais s'interroge sur l'inaction de la communauté internationale et réaffirme sa détermination à ne pas capituler. Nous ne capitulerons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces alliées, se réorganisent et se repositionnent pour défendre l'intégrité des territoires. La bataille pour ouvrir les sites Kivu n'est pas terminée. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont tenu Kigali pour responsable de l'offensive ayant conduit à la chute d'Ouvira, accusant le président Paul Kagame d'être le maître penseur de cette action. Le Burundi, de son côté, dénonce des violations de son territoire par des bombes tirées depuis le Rwanda et avertit qu'il agirait si ces actes se répétaient. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Dans ce climat tendu, l'opposition et la majorité annoncent séparément des manifestations prévues pour le lundi 15 décembre. L'opposition, à l'initiative de l'Alliance pour le changement, appelle à une marche pour exiger un dialogue national, tandis que la majorité prévoit une mobilisation contre l'atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Le gouvernement assure que des mesures ont été prises pour sécuriser les ambassades. J'aimerais vous rassurer ici au nom du chef de l'État et suite à la réunion que nous avons eue hier du Conseil restreint des ministres, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les ambassades, les organisations internationales. Nous regrettons effectivement ce qui s'était passé. Les mesures avaient été déjà prises, mais ici, je ne pense pas qu'il y aura répétition. Après 3 décennies de violence dans l'Est du pays, les dénonciations se répètent sans réponse concrète de la communauté internationale, alors que les victimes continuent de se multiplier. Une question demeure, les populations de l'Est de la RDC connaîtront-elles un jour la paix
pour l'instant, aucune réponse claire n'émerge. Depuis Kinshasa, Jacques Amboka et Freddy Lumbala pour RT en français. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés annonce l'arrivée de plus de 40 000 nouveaux réfugiés congolais au Burundi en seulement 2 semaines. Selon les HCR et les autorités burundaises, ces demandeurs d'asile ont traversé la frontière burundaise pour échapper aux violents combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles de l'AFC M23. Ces réfugiés congolais qui ont franchi la frontière s'ajoutent aux plus de 120 000 autres déjà enregistrés en janvier 2025 selon les autorités burundaises. Alors que les déplacés continuent d'affluer depuis la RDC par différents points d'entrée, au Burundi, le HCR et l'ONPRA renforcent l'enregistrement des ménages et assurent le transfert sécurisé des arrivants vers le site de Buéru, actuellement en développement. D'après OCHA, la majorité des arrivants, de femmes et des enfants, parviennent au Burundi exténués, parfois blessés. L'agence onusienne souligne que malgré les efforts de partenaires humanitaires, la situation reste extrêmement précaire. Les besoins urgents portent notamment sur les abris, la nourriture, l'eau potable, les kits d'hygiène, les installations sanitaires et la protection. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires poursuit ses efforts de dialogue avec toutes les parties afin de faciliter les déplacements en sécurité des équipes humanitaires et de permettre la reprise des opérations d'assistance. Des efforts sont en cours pour prépositionner des fournitures essentielles, notamment des abris, de l'eau, de la nourriture, ainsi que du soutien en matière de santé et de protection. Un financement supplémentaire est urgent afin de fournir une aide vitale et des services de protection aux personnes nouvellement déplacées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément alarmé par l'escalade de la violence dans le sud Kivu et par ses conséquences humanitaires. Plus de 200 000 personnes ont été contraintes de fuir depuis le 2 décembre. L'ONU est pleinement mobilisée pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire. Je suis prêt à continuer de soutenir les efforts diplomatiques en cours pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région élargie. Sur le plan diplomatique, Doha, Washington et l'Union africaine tentent depuis plusieurs mois de rapprocher le parti en conflit. Le 4 décembre, un accord de paix et de coopération économique qualifié d'historique a été signé à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Ces textes concluent à l'issue d'une médiation menée en juin par le président américain Donald Trump visent à mettre fin au combat qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. Pour comprendre la chute d'Ouvira, il faut remonter à la racine du conflit qui dure parce que ça arrange trop de monde. On nous vend depuis 30 ans l'histoire officielle simplifiée. D'un côté, la sécurité du Rwanda après 1994. De l'autre côté, un Congo faible. Et au milieu, on a des rébellions locales, entre guillemets. Mais la vérité, c'est que l'Est de la RDC est devenu un carrefour de prédation, où la peur, la mémoire et les minéraux servent de justificatif à une guerre rentable. Oui. 1994, le génocide rwandais, c'est un tournant. Parce qu'après le génocide au Rwanda, les populations ont traversé la frontière vers l'ex-Zaïre, parmi lesquels se trouvaient aussi des responsables et des combattants impliqués dans les massacres. Des groupes armés vont se reconstituer dans l'est de la RDC, dont les FDLR. C'est un fait, ok, c'est un fait. Et Kigali s'appuie donc sur cette menace pour installer une doctrine, la doctrine du plus jamais ça. Donc une sécurité au-delà même de ses frontières. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que cette doctrine se transforme année après année en droit de poursuite permanent, en influence militaire, politique et économique sur le sol congolais avec la complicité des dirigeants congolais eux-mêmes. Ce glissement, ce n'est pas une rumeur. Des rapports d'experts des Nations Unies décrivent un soutien rwandais au M23, armes, encadrement, entraînement, logistique, présence de soldats et parlent d'un système organisé. Donc pas d'un accident. Et c'est là que la morale officielle s'effondre. Le M23 n'est pas seulement un récit de communauté à protéger. C'est une force de pression régionale qui s'installe, administre, taxe même les gens, oui, parce qu'ils ont des taxes dans les zones qu'ils contrôlent. Ils contrôlent des routes et des zones stratégiques pendant que l'État congolais recule et que les civils se déplacent par centaines de milliers. Aujourd'hui encore, l'offensive autour d'Ouvira et du Sud Kivu est décrite par plusieurs sources internationales comme portée par le M23. Le Rwanda en back-end de tout ça, au point que les capitales occidentales font même semblant de hausser le ton. Mais le vrai scandale, le nœud du crime historique, ce n'est pas seulement qui tire, mais c'est qui encaisse l'argent. Pendant que l'Est du Congo brûle, les minéraux sortent.
l'or, le coltan, la cassitérite et j'en passe. Donc, le système mondial continue de tourner tranquillement. Des rapports et les analyses sur l'exploitation illégale des ressources dans les régions des Grands Lacs montrent depuis longtemps comment les conflits et la présence d'acteurs armés s'imbriquent en fait avec les routes commerciales, les taxations clandestines et les circuits d'exportation. Le Congo saigne. Mais la valeur ajoutée, elle voyage. Et l'Occident dans tout ça. Le rôle le plus constant, ce n'est pas forcément financer un génocide. Formule trop facile, trop risquée, trop imprécise. Le rôle le plus constant, c'est le double standard. Ils vont vous parler de paix, mais ils vont signer des partenariats stratégiques, ils vont sécuriser des chaînes d'approvisionnement, ils vont fermer les yeux quand ça les arrange et ils vont s'indigner quand la crise devient impossible à cacher. Les débats en Europe sur les accords et les coopérations liées aux matières premières avec le Rwanda, ainsi que les pressions politiques pour les régler, illustrent en fait le malaise. L'économie verte et l'économie digitale à fond et l'Est du Congo en paie le prix. Enfin, il faut aussi le dire, le drame congolais ne tient pas seulement sur Rwanda versus Congo. Il tient aussi sur des élites internes, corrompues, sur une armée fragmentée, sur une gouvernance minière capturée, sur des élites qui négocient des arrangements et un peuple qui est laissé sans protection, complètement à l'abandon. Les institutions internationales elles-mêmes reconnaissent le lien historique entre exploitation des ressources, violence et violation massive. Alors oui, quand Uvira tombe, ce n'est pas juste une ville qui est tombée, c'est une pièce de plus dans une mécanique où des acteurs régionaux avancent leurs intérêts sous couvert de sécurité, des réseaux économiques transforment le chaos en profit, des puissances extérieures parlent de droits humains, mais protègent surtout la stabilité de leurs approvisionnements et le Congolais ordinaire ne récolte ni sécurité, ni richesse, ni justice. La seule position cohérente, c'est donc tout simplement de refuser le théâtre. Exiger une vérité complète, régionale et mondiale. Des sanctions ciblées contre les chaînes de contrebande. Faire preuve de puissance. Demander une traçabilité réelle et non contournable. Et surtout, il faut construire la souveraineté congolaise. Ça ne doit pas juste être un slogan. Le Congo a besoin d'une force armée. Besoin des institutions pertinentes, des institutions économiques, des plans, des stratégies. Pourquoi est-ce que je parle de théâtre? Pourquoi est-ce que je traite tout leur mascarade d'un théâtre? Pourquoi est-ce que je les implique tous? À la fois les gouvernements de la RDC, du Rwanda, les financiers, le bloc occidental et j'en passe. Figurez-vous que le 4 décembre 2025, la scène s'est déplacée à Washington. On nous a parlé d'un accord de paix officiel signé entre la RDC et le Rwanda. Le décor, il est solennel. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Donald Trump. Les Tintin sont là. Les caméras aussi sont là. Les photographes aussi, bien évidemment. Les mots sont soigneusement choisis. Paix, prospérité, coopération, intégration régionale, on dirait des hashtags sur une publication. Tout est fait pour donner l'impression d'un tournant historique. On nous parle de cessez-le-feu permanent, de désarmement des groupes armés, de coopération économique régionale et d'arbitrage américain. Les médias en parlent de partout. Ça fait un bruit de fou. Sur papier, tout semble parfait. Mais une question pourtant évidente est soigneusement évitée. Je me demande même comment, même en signant ça, Tshisekedi n'a pas pensé à poser la question. Comment est-ce qu'on peut signer un accord de paix crédible avec un acteur qui nie être impliqué dans un conflit? Donc, le Rwanda nie être impliqué dans un conflit, mais tu signes un accord de paix avec le Rwanda. Paix sur quoi? Paix sur le conflit qu'il nie. Bon, maintenant, le Rwanda continue de nier tout soutien au M23. Or, cette négociation est en contradiction frontale avec les années de rapports d'enquête indépendante et d'observation sur le terrain. Dès lors, l'accord de Washington n'est pas réellement violé, ils vont te dire. Ils n'ont pas brisé quoi que ce soit. Il est simplement vidé de substance dès le départ. Il repose sur une fiction diplomatique, sur un non-dit fondamental. Et le 10 décembre, à peine 6 jours plus tard, la réalité rattrape la mise en scène. Et 2 jours après, Uvira tombe, le 12 décembre. La diplomatie américaine est publiquement humiliée. Bon, du moins, ils vont se dire être humiliés. C'est pas comme s'ils avaient fait trop quelque chose pour réellement régler la situation. D'ailleurs, c'est même pas leur boulot. Eux, ils sont là pour leurs intérêts. Voilà Donald Trump qui dit que désormais, les Américains vont venir prendre les minerais que le Rwanda et la RDC les a suppliés de venir récupérer. S'il vous plaît, venez prendre nos minerais. C'est ce qu'il dit. Ça me rappelle trop mes cours d'histoire quand on nous racontait qu'il y a même eu le Too-Late Console. Qu'on avait des dirigeants en Afrique qui demandaient les protectorats allemands, les protectorats anglais, les protectorats français. Le premier arrivé prenait. On a eu le Too-Late Console, le consul qui est arrivé trop tard. C'est dommage. La France avait déjà signé. Voilà ce à quoi est-ce qu'on nous réduit. Des gens qui demandent à ce qu'on vienne les exploiter. C'est-à-dire on a un récit sur les Africains d'une violence inouïe. Uvira en RD, ce n'est pas une ville secondaire. Ce n'est pas une bourgade sans importance. C'est un verrou stratégique. Un accès direct au lac Tanganyika, une porte vers le Burundi et la Tanzanie, un point névralgique pour le commerce régional et surtout pour la circulation des minéraux. Contrôler Uvira, ce n'est pas seulement gagner du terrain, c'est envoyer un message. Ce message, il est très limpide. Nous avançons quand nous voulons, là où nous voulons,
sans crainte de représailles internationales. Les forces armées de la RDC se sont repliées, parfois même dans la confusion. Les alliés burundais sont débordés. Les civils prennent la route de l'exil, les frontières se ferment. En quelques heures, la situation humanitaire bascule. Les chiffres donnent le vertige. On dit jusqu'à 250 000 déplacés supplémentaires. C'est énorme. Donc 250 000 supplémentaires qui s'ajoutent à une crise déjà catastrophique. Un État congolais encore un peu plus affaibli et une région entière plongée dans l'incertitude la plus totale. Face à cet effondrement, on va se dire, la communauté internationale a réagi. Oui, elle a réagi. En parole, l'ONU a condamné fermement. La France appelle au calme. Les États-Unis expriment leurs regrets. L'Union africaine annonce des réunions d'urgence. Mais tout ça, ce ne sont que des communiqués. Rien ne suit. Pas de sanctions économiques sérieuses, pas de pression diplomatique concrète, pas de renfort militaire capable de protéger efficacement les civils. Et pourtant, la RDC compte aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés, soit davantage que n'importe quel autre conflit contemporain à travers le monde. Cette inertie n'est pas une erreur. Elle est le produit d'un calcul froid. Le Rwanda est perçu comme un allié militaire stratégique. Les minéraux congolais sont indispensables aux économies mondiales. Et la stabilité de la RDC ne figure pas parmi les priorités géopolitiques majeures de qui que ce soit. Même pas des dirigeants de la RDC d'ailleurs. Ce conflit n'est ni éthique ni accidentel. Il est structurel. Le M23 n'est pas une anomalie. C'est un outil. La guerre n'est pas un échec du système international ou régional, mais c'est simplement l'un de ses rouages. Et la paix, dans ce contexte, n'est qu'une illusion diplomatique entretenue par des accords signés très loin du terrain. Tant que les minéraux vont continuer de sortir par Kigali, tant que les grandes puissances vont accepter cette hypocrisie, tant que les Congolais ne seront qu'une variable d'ajustement, tant que les dirigeants congolais ne seront que des personnes qu'on peut acheter et diriger au bout des doigts, le Congo va rester un champ de bataille rentable. Uvira n'est pas une fin, ce n'est qu'une étape de plus. Les villes vont tomber de plus en plus. Uvira n'est pas seulement une ville qui tombe, c'est la preuve que la paix ne se décrète pas. Le droit international est appliqué à géométrie variable, oui. Et qu'il y a certaines vies qui comptent moins que d'autres vies. La paix ne se signe pas à Washington. Elle se conduit sur le terrain, du moins. Et c'est ce qu'elle devrait. Elle devrait se conduire sur le terrain avec la vérité, la justice et une responsabilité politique assumée. Donc, après tout leur faux semblant là, la question demeure et elle est implacable. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh,